Donc, ce que je me propose de faire dans le cadre de ce séminaire, c'est de vous présenter d'une part le résultat de toute dernière recherche entamée sur le domaine de l'archéologie dans les Balkans slaves, en Bosnie-Herzégovine en particulier, et à partir de ça, je vous présenterai également deux projets en cours, et en particulier donc celui pour lequel je suis tout particulièrement heureux d'être ici. Donc, une archéologie des hellénismes sud-slaves, 18e, 21e siècle, c'est évidemment une période très large que j'embrasse dans ma présentation et donc j'espère que on pourra comprendre pourquoi ça a une certaine cohérence. Alors, voilà, donc un exposé en trois temps où il y aura un moment rétrospectif et deux moments de prospection. Donc, le premier moment, c'est la présentation d'un ouvrage paru très récemment, à la fin 2023, à Berlin, les souvenirs d'un archéologue, le premier archéologue professionnel qui a été en poste en Bosnie-Herzégovine à la fin du 19e siècle. Donc, un projet sur l'hellénisme autour de la question des traductions et un projet à venir qui est vraiment naissant sur l'illyrisme au XXIe siècle dans l'espace post-yougoslave. Alors, l'histoire de l'archéologie m'intéresse à plus d'un titre et comme l'a dit Gilles, en fait, il s'agit pour moi d'une manière d'articuler à la fois les Balkans, mais aussi l'Europe centrale germanophone. Et donc, il y a un certain nombre de publications dans lesquelles je m'étais penché sur cette question, donc de la présence d'archéologues germanophones dans les Balkans, donc dans les trois ouvrages dans le haut de la bibliographie. Il s'agit donc de numéros thématiques qui sont tous en ligne. Et donc un certain nombre d'articles que j'avais publiés de manière un peu éparse et qui petit à petit forment un tout sur cette question de la permanence de la recherche archéologique, un peu aussi comme une métaphore et un moment de réflexion pour les acteurs dans les Balkans au 19e, 20e siècle. Et donc, j'avais commencé en 2014 par m'intéresser à un personnage dans le cadre d'une publication sur les identités juives en Europe centrale. J'avais suivi la trace d'un rabbin qui était venu de la Bohème à la Croatie, et c'est ce qu'a fait l'archéologue dont je vais parler maintenant. Ça s'est bloqué. Ah non, voilà, pardon, ça remarche. Voilà, donc l'archéologue autobiographe. Alors, il y a quelques mois, était à Athènes Annick Louis, qui est l'autrice d'un ouvrage sur Heinrich Schliemann, autobiographe. Et on avait eu l'occasion de discuter ensemble au moment où moi-même je terminais la publication de l'autobiographie de Karl Patch. Et alors, on s'est rendu compte que elle et moi, on avait affaire à des archéologues qui avaient pris soin, certes, de d'écrire leur autobiographie, mais en fait, ce qui est tout aussi intéressant, c'est ce dont ils ne parlent pas dans leur autobiographie. Et donc, la tâche de l'éditeur de ces autobiographies, c'est de déceler le pourquoi des silences dans l'autobiographie de ces archéologues. Alors, dans le cas de Schliemann, il y a une multitude d'éditions, de langues, et Annick Louis a réussi à démêler toutes les raisons pour lesquelles Schliemann s'est inventé différentes vies suivant les langues dans lesquelles il a publié ses mémoires. Et pour ce qui me concerne, avec Karl Patch,
j'ai eu à me poser la question pourquoi, finalement, dans son autobiographie, il parle surtout de sa période à Sarajevo. Donc, ça tombe bien pour moi, puisque c'était la période qui m'intéressait beaucoup. Mais son autobiographie s'interrompt brutalement et on ne comprend pas pourquoi il ne parle pas de son retour en Autriche en 1918, puisqu'il a été remercié à Sarajevo à la fin de la Première Guerre mondiale et il a poursuivi sa carrière à Vienne. Dans l'entre-deux-guerres, il a poursuivi une carrière tout à fait honorable de professeur d'études balkaniques à l'Université de Vienne. Mais donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de croiser différentes sources pour comprendre, voilà, ce silence, mais qui n'est que l'un des aspects qui est traité dans cette présentation de l'autobiographie. Je signale que l'autobiographie de Karl Patch est publiée en ligne. Elle a été publiée à la fois sous forme papier de livre et accessible sur le site de l'éditeur allemand et elle est totalement accessible aussi pour les lecteurs de la bibliothèque. Et par ailleurs, je vais laisser à la bibliothèque l'ouvrage d'ailleurs que je peux faire circuler pendant l'exposé. Voilà, donc Karl Patch, 1865-1945, on l'a ici dans son bureau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la Bosnie-Herzégovine derrière lui. Et on sait qu'il a véritablement passé son temps à quadriller ce territoire de la Bosnie-Herzégovine à la recherche de lieux de fouilles. Et donc, on a toute une série de rapports de fouilles qu'il a laissés. Alors, pour la plupart, ces rapports de fouilles, il les a utilisés pour ses publications, mais les archives d'État à Munich, où se trouvent les documents de Patch, renferment encore de nombreux cahiers, carnets et autres notes qu'il a laissés de ses expéditions à travers la Bosnie-Herzégovine et en Dalmatie également. Alors ça s'est présenté comme ça, ce manuscrit qui en fait ressemble à un travail d'historien. Il s'est lui-même corrigé, il y a des notes de bas de page, donc en fait il a fait son autobiographie comme s'il écrivait le livre de quelqu'un. Et de fait, son premier travail en tant que chercheur a été d'écrire une biographie. Et donc, on a l'impression qu'à la toute fin de sa vie, il continue à faire une biographie, mais c'est la sienne. Alors voici la cartographie dans laquelle on se meut avec Karl Patch. Donc il y a d'une part la Bohème, et en particulier la Bohème du Nord. Il s'agit d'un archéologue issu de la partie, enfin d'une famille germanophone de Bohème, mais qui a été à l'écoute des langues slaves, d'abord le tchèque qu'il a entendu dans sa jeunesse, et aussi il a été en Russie impériale à l'époque, hein, on est dans les années 1870, son père étant régisseur de vastes domaines d'un noble polonais, il a entendu dans son enfance le russe, le polonais, le donc l'ukrainien, ce qui fait qu'il a fait partie de ce contingent d'Allemands de Bohème et de Tchèques qui sont venus après la conquête, l'occupation de la Bosnie-Herzégovine, occuper des postes relativement importants dans l'administration de la Bosnie-Herzégovine, donc un endroit dans lequel il a pu assez rapidement se mouvoir parce qu'il a appris la langue locale, le bosniaque, comme l'appelaient déjà les autorités austro-hongroises. Donc, il a passé en continu plusieurs décennies à Sarajevo et à côté de ses activités d'archéologue, il a eu également des activités d'organisateur de la recherche, puisque en 1904, il a créé au sein du musée provincial de Sarajevo un institut d'études balkaniques. Cet institut d'études balkaniques, comme son nom l'indique, avait pour but non seulement de couvrir la Bosnie-Herzégovine, mais l'ensemble du territoire des Balkans et
À la fin du 19e siècle, au début du 20e, Karl Patsch a reçu l'injonction venue de Vienne d'introduire dans ses recherches d'archéologue non seulement les traces qu'il pouvait trouver sur le sol de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire principalement de l'archéologie romaine, mais on lui a demandé de travailler à l'élaboration euh, d'un savoir sur la Grèce, l'hellénisme, à partir d'une collection de vases qui a été peu à peu acquise grâce à des marchands, mais aussi, surtout, grâce aux consuls d'Autriche qui étaient en poste dans la région et dans les postes limitrophes à l'Autriche-Hongrie. Donc, ces achats ont constitué le premier moment pour Patch essentiel pour réfléchir à la présence grecque dans cet espace balkanique. Et c'est ce dont il a parlé en 1900 lorsqu'il s'est rendu à Paris à l'exposition universelle où il y avait un congrès de numismatique. Et donc, outre les vases, il avait commencé également à travailler sur la numismatique grecque. Donc, travailler sur la Grèce, cela s'est imposé à lui. Euh, et donc, il l'a fait durant, disons, la deuxième partie de son activité à Sarajevo. De même que travailler sur un territoire albanais a été une injonction au début du XXe siècle. On lui a demandé explicitement d'explorer des territoires qui n'étaient pas autrichiens, mais qui intéressaient Vienne. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle on a aussi des travaux de Patch sur l'Albanie et sur les Illyriens. On le voit ici dans une configuration de sociabilité avec des étudiants qu'il a réunis autour de lui. Et on a aussi toutes sortes de documents qui montrent comment Patch a profité du réseau austro-hongrois pour se mouvoir à la fois dans le territoire austro-hongrois et dans les territoires limitrophes, et en particulier dans le Sanjak de Novi Pazar, dans le Monténégro actuel, où il a profité de la présence de l'armée pour circuler à la recherche de sites à fouiller. On le voit ici à un moment où le musée archéologique, pardon, où le musée provincial n'avait pas encore été inauguré. En fait, l'inauguration du bâtiment qui existe aujourd'hui et qui est le bâtiment actuel du musée de Bosnie-Herzégovine, donc n'était pas encore inauguré, chose qui n'a été faite qu'en 1913. Et auparavant, on se trouve là dans le bâtiment du gouvernement et c'est au milieu de ce bâtiment, dans la cour intérieure, que se trouvent les traces qui sont exposées, les traces du travail de Patch, qui est, par sa formation, un épigraphiste. Et l'épigraphie telle que la conçoit Patch a ceci de particulier que, bien entendu, formé à Prague, à Vienne, à Rome, il cherche des stèles, des inscriptions romaines, mais son travail, au fur et à mesure, a été celui de la recherche de strates non romaines et donc illyriennes. Ceux qu'il a publiés dans ses rapports de fouilles consistent à montrer notamment les toponymes, l'onomastique illyrienne recouverte par la romanisation. Ici, on a le lapidarium du musée lorsqu'il a été inauguré et donc ça ressemble, enfin, l'agencement a été changé, mais donc c'est la configuration actuelle du musée de Bosnie-Herzégovine, dans lequel, alors outre l'épigraphie romaine, l'épigraphie ottomane joue aussi un rôle important, bien évidemment, chose que Patch n'a pas étudiée. On le voit ici. Alors, on a la chance que Patch a pu
avoir recours à de la photographie de bonne qualité. Et donc, pour la publication, on a pu insérer un certain nombre de clichés, de fouilles. Et donc là, je vous en montre un certain nombre. On le voit ici avec le personnel qui a fouillé avec lui. On le voit ici au milieu du cliché. Donc, ce sont des clichés qui donnent bien une impression un petit peu d'archéologie coloniale avec un archéologue qui, au centre, donne ses ordres aux paysans locaux qui s'affairent autour de lui. Euh, c'est vrai qu'il y a ça, mais il y a aussi un contact qu'il a véritablement recherché avec la population et donc là, je crois qu'il y a une différence entre une archéologie vraiment purement coloniale, peut-être telle qu'on peut la voir en Égypte ou en Asie, c'est que Patch parlait donc la langue et il cherchait à trouver parmi la population locale des informateurs. Il est très important pour lui, il en parle dans son autobiographie et dans ses publications, cela revient à plusieurs reprises. Il lui importe que les personnes locales soient conscientes que ce qu'ils fouillent, c'est évidemment quelque chose qui importe pour la population locale également. On le trouve ici avec deux de ses assistants avec lesquels il a une correspondance. Ce sont deux personnes qu'il a repérées et qu'il a formées véritablement, alors non seulement à la détection de traces archéologiques, mais il les a réellement formés dans le sens où ils ont appris à écrire et on a une correspondance tout à fait intéressante lorsque Patch est parti, ses deux assistants ont continué à lui écrire et à lui donner des nouvelles des lieux qu'il avait fouillés en Bosnie-Herzégovine. Et en l'occurrence, surtout en Herzégovine, ici en 1900, la première maison des fouilles et là, 1907, une véritable maison qui a été inaugurée. Et là, un cliché de l'allée de cyprès qu'il a planté pour mener à ce site de Mongorielo, qui est aujourd'hui le site de Bosnie-Herzégovine le plus important en termes de surface et en termes de publication. Un site romain. Alors, les problèmes de datation se posent ici parce qu'il y a eu des incendies qui ont rendu l'identification précise difficile, mais en tout cas, période de Dioclétien, semble-t-il, donc 3e, 4e siècle. Alors, ce qui est tout à fait frappant avec Patch, c'est que il est certainement un des premiers à se préoccuper de la question environnementale, et pour une raison très simple, c'est que alors que la Bosnie est un terrain très boisé, l'Herzégovine est un terrain karstique et il ne cesse de se poser des questions sur le déboisement, la dégradation de l'environnement. Et ces fouilles archéologiques ont aussi pour fil directeur la question du changement du rapport à la nature et en particulier il y a une interrogation rémanente chez lui sur la manière dont la population locale vit et ne réagit pas à la dévastation continue de l'environnement, puisque par exemple, là, on a la photo de l'allée de cyprès qu'il avait plantée pour mener à son site, et il s'est rendu compte l'année suivante, lorsqu'il est allé visiter le site, que les cyprès avaient été coupés par les paysans locaux pour en faire du bois de chauffage. Et donc, c'est un cycle de réflexion chez lui. Donc, comment faire pour que le site soit véritablement accepté par la population locale et maintenu en l'état. Alors, l'une des découvertes lors de mes recherches sur Patch, ça a été que dans les archives, j'avais vu qu'il avait esquissé une villa de style tyrolien qu'il a fait construire à Sarajevo et on s'est aperçu que cette villa, elle existe toujours et elle est occupée aujourd'hui par l'ambassade de France à Sarajevo.
j'aurais bien voulu avoir quelques clichés de l'intérieur, puisque Patch a vraiment dessiné l'intérieur, mais l'ambassade de France a refusé, pour des raisons de sécurité, de livrer des clichés sur l'intérieur de la villa Patch. Alors, un des embranchements de mes recherches sur Patch, ça a été la découverte d'une amitié avec un chercheur, Julius Huttner, avec lequel il s'est rendu en Asie mineure, en Isaurie-Pamphylie. Ils ont été certainement parmi les premiers à publier des recherches sur cette région. Et ce qui est intéressant dans cette configuration, c'est qu'ils ont été financés par une académie, mais non pas l'Académie autrichienne, mais l'Académie des Allemands de Bohême, pour une publication en allemand à Prague. Donc, Julius Huttner, c'est l'ami qu'enlace Patch ici, au pied de ce laocoon de la collection de l'Institut archéologique de Prague. Et Julius Huttner est quelqu'un qui m'intéresse et donc je vais poursuivre, sur lequel je vais poursuivre une enquête, puisque un numéro de la revue 2024 d'Austriaca, que je co-dirige avec une collègue germaniste, intitulé Olympiade, aura pour sujet Julius Huttner, un précurseur ignoré de l'histoire du sport. Alors, Julius Huttner a eu un cursus honorum autrichien, austro-hongrois, avec des stations à Prague, Czernowitz, Innsbruck et Vienne. Et à vrai dire, il est très intéressant de voir à quel point il a été oublié dans les histoires générales du sport dans l'Antiquité, mais également dans les histoires de langue allemande. Et donc, c'est cet oubli que je vais essayer de réparer dans cet article en utilisant les fonds de l'Institut archéologique autrichien d'Athènes qui a une belle collection de publications de Huttner. Alors, deuxième moment déjà un peu plus prospectif, la question qui m'amène ici, c'est une réflexion sur la question des traductions. Alors, il y a eu une histoire de la traduction en Europe médiane des origines à 1989, qui a été co-dirigée essentiellement par des collègues de l'INALCO, enseignants d'estonien et de bulgare. Et la thèse de cette histoire de la traduction, c'est que on peut considérer qu'il y a ce qu'ils appellent une ère traductionnelle spécifique dans l'Europe médiane, donc un espace compris entre l'Allemagne et la Russie, et cet espace médian de l'Europe, qui s'étend de la Baltique à l'Adriatique et à l'Égée, comprend donc la Grèce et les Balkans. Et donc, la thèse, c'est que c'est un espace qui a produit plus de traductions proportionnellement qu'ailleurs en Europe et un terrain dans lequel la traduction en tant que telle a joué un rôle beaucoup plus déterminant dans l'élaboration de la culture, de l'histoire littéraire et culturelle d'une manière générale. Autre particularité, la présence de langues relais. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas forcément directement d'une langue à une autre, mais on passe donc par une langue relais. Alors, par exemple, Robinson Crusoe n'a pas été traduit directement en serbe, mais on est passé par une version allemande. Et pour ce qui est toujours, alors j'ai pris Robinson Crusoe parce que c'est un classique de l'histoire littéraire, mais dans les Balkans, en Bulgarie, on a traduit Robinson Crusoe à partir de la version grecque, qui elle-même est une traduction de l'allemand, qui elle-même est une traduction de l'anglais. Donc, cet emboîtement de traduction, c'est véritablement un phénomène balkanique. Et donc, ça nous a semblé intéressant avec une collègue athénienne, mais qui travaille aussi beaucoup à Paris, Chrysanthi Ablami, de réfléchir à un dossier qui avait été ouvert il y a maintenant une vingtaine d'années, qui s'appelle la Bibliotheca Academica Translationum, qui avait pour but et qui est hébergé notamment à l'EFA, qui est un répertoire des traductions et études sur la Grèce, principalement sur le 18e, Chrysanthi est 18e.
Moi-même, je suis plutôt 19e et donc on a pensé qu'il serait intéressant de revivifier ce registre, cette plateforme, en réfléchissant aussi à la spécificité de la traduction dans cet espace balkanique. Alors, des coopérations sont maintenant établies avec l'École française d'Athènes, la Casa de Velasquez. Et donc, l'une des raisons des recherches, enfin, de ma présence ici, c'est une réflexion, une recherche sur la manière de constituer de manière raisonnée, cohérente, un répertoire de traduction qui fasse sens en prenant en considération donc la diversité des langues. Alors, je prends ici un exemple de chemin qui voilà, peuvent mener à des réflexions sur la spécificité de la traduction dans les Balkans. Alors, il se trouve que je suis en train de travailler avec une collègue de l'INALCO qui enseigne l'ukrainien la réédition d'un ouvrage paru en 1956, hein, qui est une traduction, la traduction d'un livre intitulé Le livre de la jeunesse du peuple ukrainien. C'est un livre à peu près introuvable. C'était la thèse complémentaire d'un slaviste, Georges Luciani, qui s'était intéressé à ce texte écrit en ukrainien et dont l'auteur a fini dans les geôles russes pour s'être trop intéressé aux Ukrainiens. Et ce texte qui a une certaine valeur culturelle dans l'histoire ukrainienne a été vraiment oublié en France. On s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'un exemplaire en bon état à la bibliothèque de la Sorbonne et un autre exemplaire dans la bibliothèque de l'Institut d'études slaves. Ce qui m'a intéressé avec lui, c'est qu'en 1956, la même année, il a également publié, ce Georges Luciani, euh, une traduction d'un écrivain très important dans l'espace yougoslave et post-yougoslave, qui est Ivo Andrić, Le pont sur la Drina. Alors, le bibliographe d'Ivo Andrić, Michael Martens, un Allemand qui a été en poste pendant à peu près une dizaine d'années à Belgrade, a fait une étude très approfondie sur Ivo Andrić, qui est le premier, le seul yougoslave à avoir obtenu le prix Nobel. Et il s'est aperçu que Luciani a été donc le premier traducteur d'Ivo Andrić en français, et ça a été aussi le premier à avoir suggéré à l'Académie suédoise de nommer, donc d'inscrire Ivo Andrić parmi les potentiels lauréats du prix Nobel. Alors, ce Luciani était à peu près oublié en français parce que Le pont sur la Drina, on a une traduction qui date des années 1990, et qui est donc une retraduction qui est venue au moment où les guerres de Yougoslavie ont posé un problème d'interprétation, et donc on a retraduit ce texte des années 1950. Et alors, je suis allé récemment à Belgrade, aux archives de l'Académie serbe, où on en garde les archives d'Ivo Andrić, et j'ai découvert là-bas que, donc, je pensais avoir une correspondance entre Ivo Andrić et des personnalités grecques, comme Séphéris, qui était comme lui diplomate, écrivain, et je me suis rendu compte qu'en fait, la traduction en grec d'Ivo Andrić a été aussi une traduction relais, c'est-à-dire que la première traduction est en fait une traduction du français vers le grec, après une retraduction qui a été faite depuis le serbo-croate dans les années 1990. Donc en fait, cette question de la langue relais, de l'emboîtement des traductions, elle se pose certes du grec vers d'autres langues, mais aussi vers le grec à partir de langues balkaniques, slaves en l'occurrence. Alors, la question de la traduction et de la retraduction se pose de manière tout à fait intéressante lorsque donc on s'interroge à l'espace sud-slave et yougoslave pour le XXe siècle et
Surtout aussi si on regarde cette question sur une longue période, le long terme. Et donc, je prends un exemple d'eux même, Homère et Euripide. Très brièvement, il s'agit en fait, bon, la question homérique est bien évidemment importante dans le monde sud-slave comme ailleurs en Europe, mais la spécificité du traitement de la question homérique et des traductions afférentes, c'est que on a eu au XXe siècle, après 1945, des publications en serbe qui ont eu pour but de slaviser Homère dans dans une compréhension des textes homériques comme étant des pendants de la transmission des textes de littérature orale slave. Et donc, on a un traducteur, Miloš Đurić, qui a traduit à la fois Homère et Euripide dans cet esprit. Et donc, ces traductions d'Homère ont eu un rôle très important, et en particulier parce qu'elles étaient tout à fait adaptées à l'oralité. Il a inventé des termes, il a rendu Homère propre à une réception tout à fait large en vers, comme si c'était des vers de l'histoire orale serbe et yougoslave. Et en l'occurrence, cette histoire de la traduction d'Homère et d'Euripide aussi est liée à l'histoire yougoslave, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, le fils de ce traducteur qui était un partisan, est mort dans les combats, et toutes les traductions du grec sont dédiées à la mémoire de ce fils partisan, et donc tout ceci contribue à créer à travers la traduction un contexte proprement yougoslave d'Homère et d'Euripide. Or, récemment, un écrivain et diplomate serbe, Aleksandar Gatalica, a retraduit un peu moins Homère, mais surtout Euripide, avec comme but d'avoir un rapport non oral à Homère et à Euripide, et à en faire une traduction qui soit plus à jour des recherches philologiques. Et il mêle cette recherche philologique aussi, dans des récits, dont un qui vient d'être traduit en français. Et donc, il est également ambassadeur. Il joue un rôle aussi dans la diplomatie serbe. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que contrairement à la vague dominante aujourd'hui en Serbie, qui est de publier en alphabet cyrillique, il publie ses traductions et ses textes en alphabet latin, ce qui est une manière de prendre ses distances aussi avec une politique officielle d'utilisation de manière privilégiée du cyrillique, avec toute une série de connotations slaves, slavophiles, voire russophiles de cet alphabet. Je passe maintenant au troisième volet de recherche émergente sur la question de l'illyrisme, qui m'avait occupé déjà il y a un certain nombre d'années. L'illyrisme au XIXe siècle, illyrisme qui est le stade premier du yougoslavisme. Avant que le yougoslavisme en tant que tel existe, il y avait en particulier en Croatie, des penseurs, des écrivains qui ont utilisé ce concept pour créer euh, une continuité historique culturelle avec une population ancienne. Et évidemment, au cours du 19e siècle, lorsque l'on s'est rendu compte qu'il y avait discontinuité, petit à petit, le concept d'illyrisme s'est effacé. Mais euh, le nom, la terminologie illérienne a continué à exister, à être utilisée. Et aujourd'hui, il est tout à fait frappant de voir dans les librairies
belgradoise ou ailleurs en Serbie, et je vais vous donner des exemples ailleurs dans l'espace post-yougoslave, on a un regain d'intérêt pour la thématique illyrienne. Mais cette thématique illyrienne a en fait des tonalités qui peuvent être très différentes. On a par exemple, et ces livres que l'on trouve dans les librairies sont présentés dans les sections d'histoire sans aucune hiérarchie entre, disons, ouvrages de référence et ouvrages d'amateurs. On a ici, par exemple, la réédition d'une traduction qui date de 1866 d'un ouvrage qui avait été écrit d'abord en allemand par un officiel vice-chancelier autrichien à la cour de Marie-Thérèse, qui avait été en charge pendant quelques décennies de ce qu'on appelait la question illyrienne. Question illyrienne qui, dans ce moment-là, voulait dire question des Raciens, c'est-à-dire des Serbes, des Roumains et des Rutènes. Donc une question confessionnelle, en fait. À côté de cela, on a des ouvrages qui, eux, revendiquent une continuité avec une Illyrie qui serait serbe. 2013-2017, on a deux auteurs qui travaillent ensemble à ce qu'ils appellent une approche scientifique et multidisciplinaire où, disent-ils, l'archéologie est impliquée pour montrer quoi? Pour montrer que depuis l'Antiquité, les Balkans sont un endroit où les Serbes sont présents et donc ils ont toute leur place. Il n'y a pas eu de migration serbe, donc en fait ils vont à contre-courant de toute l'école historiographique serbe et eux-mêmes se posent en tenant d'une nouvelle historiographie serbe trahie par l'historiographie officielle. Et donc, l'un de leurs thèmes de prédilection, c'est que la migration, les grandes migrations, incluant les Serbes, sont une invention. Et donc, on a ici cet ouvrage 2012 qui est donc une présentation de cette continuité serbe avec un sponsor qui est donc non pas en Serbie, mais en République serbe de Bosnie, et où il s'agit de démontrer, alors là j'ai un extrait de la préface où il est explicitement question d'un contre-discours non seulement à l'égard de l'historiographie officielle serbe, mais également de l'historiographie albanaise, puisqu'il s'agit d'élaborer un discours parallèle au discours historiographique albanais. Mais on a toujours dans le même rayon des nouveautés, en 2024, une ethnogénèse et une identité ethnique serbe qui, là, veut montrer que les Serbes ont eu leur formation en Chine, en Sibérie, donc en Chine et en Russie. Ça tombe plutôt bien avec l'actualité politique. Cependant, toujours dans le même rayonnage, on a des historiens qui essayent de démonter systématiquement toutes les inventions pseudo-scientifiques. Alors, dans cet ouvrage de 2019, il n'était pas encore question de démonter les questions, la question illyrienne telle qu'elle a été présentée, mais enfin, il y a aussi, bien évidemment, une historiographie serbe critique. J'en viens maintenant à la dernière partie de mon exposé pour la question de l'illyrisme en Croatie. Et là, on a une continuité depuis les années 1980 et plus précisément le tout début des années 1980. On a ici le catalogue d'une exposition qui avait été consacrée à l'île de Vis, Ista, Lissa en italien, une île tout à fait importante. Et donc en 1981, l'archéologue Branko Kirigin publie un catalogue dans lequel il dit ben, finalement l'île de Vis traverse une crise très profonde. L'archéologie
des années 70 montrent qu'il y avait des artefacts grecs et que la viticulture était développée, c'est peut-être une voie de développement pour l'île à l'avenir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette île de Vis avait la particularité d'être interdite aux étrangers, aux touristes, parce qu'elle était le lieu où la marine yougoslave avait son prix gardé. Et donc, il y avait une interdiction formelle de visite. C'est le lieu d'ailleurs où Tito avait séjourné pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est un lieu qui avait été préservé. Mais le début des années 1980, c'est aussi un moment de crise politique plus large que seulement économique. Et donc, Kériguine avait dirigé des fouilles avec une étude toponymique et une étude en particulier de ce que Carlo Marchesetti, au début du XXe siècle, pour l'Istrie, avait défini comme des castellieri, donc des bourgs, des monticules fortifiés, identifiés comme illyriens. Alors, maintenant, que voit-on dans les librairies aujourd'hui? On voit qu'un auteur très connu aujourd'hui, qui s'appelle Perisic et qui commence à être un peu connu en France aussi parce qu'il est traduit, et très bien traduit, par Chloé Billion. Son dernier ouvrage s'intitule Un bateau pour Issa et il est en voie de traduction. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une fiction dans laquelle, alors la traduction en anglais c'est donc A Cat at the End of the World, il s'agit du voyage d'un esclave qui s'est enfui de Syracuse pour trouver refuge sur l'île d'Issa. Et ça, les archéologues, et en particulier Branko Kériguine, a bien prouvé que la colonisation grecque d'Issa est un peu postérieure aux premières colonisations grecques à Hvar et Korčula. Donc, ça correspond disons, un état de la question archéologique. Et donc, sur la quatrième de couverture, il est question de l'île de Pelagosa, Palagruja en croate, qui a fait l'objet d'une publication aussi par Branko Kériguine et qui est une île qui a eu une importance qui a vu son importance croître beaucoup ces dernières années parce que on y a vu un endroit important pour le culte de Diomède, qui est un moment donc important pour suivre la colonisation grecque. Donc, cela veut dire que l'archéologie est lue, recyclée, et ce livre est actuellement un des livres les plus lus en Croatie par un auteur donc qui a surpris son public en passant de livres très euh, noirs sur la réalité post-yougoslave à un questionnement qui est en fait, alors le héros c'est un esclave donc qui s'enfuit de Syracuse, mais le héros secondaire c'est un chat puisque le roman montre comment les Grecs ont colonisé l'île et le chat observe comment la civilisation arrive et dégrade l'environnement. Donc on a aussi un questionnement sur l'environnement chez cet auteur. Dernier exemple, alors là on a un ingénieur, un consultant en ressources humaines qui s'est pris de passion pour l'Illyrie et qui a publié en 2021 ce qu'il appelle les cercles de vie illyriens et qui présente dans le delta de la Neretva une cartographie, présente des sources historiques, donc il part d'ouvrages tout à fait euh, euh, scientifiques, disons, euh, de sources, Hérodote, Hécatée de Milet, et à un certain moment, il embraye sur un questionnement qui est le sien, qui est celui encore une fois, de la question de l'environnement. Et là, une photographie, il nous montre comment des pylônes électriques ont été installés, un endroit donc qui a été dévasté. Le propos vise à intégrer les Illyriens dans une généalogie qui irait donc depuis les Pélages, incluant les Illyriens, jusqu'à l'identité croate actuelle.
Voilà. Et donc, ça, ce sont des écrits, il y a des images, il y a des romans, et pour finir, il y a également une bande son. En effet, il y a un peu moins de 2 ans, un réalisateur s'est proposé de filmer intégralement une fiction en latin et en illyrien, où il s'agirait de mettre sur le devant de la scène des personnages qui parleraient véritablement en illyrien. Et donc, pour ce faire, il a demandé à des linguistes, professeurs de linguistique, spécialistes de l'indo-européen, de se pencher sur ce que pourraient être des dialogues en illyrien. Alors, bien évidemment, l'illyrien, on n'a pas de grammaire constituée, on a des bribes, on a un vocabulaire, et alors, il y a des articles maintenant qui ont paru et qui expliquent la démarche scientifique qui a été celle de Ranko Matasovic, et qui dit la chose suivante: finalement, bien évidemment, l'illyrien, on peut le classer comme une langue indo-européenne, cela ne fait pas de doute. Il y a quelques termes que l'on a, qui sont absolument sûrs. Alors, sabarium pour la bière, et il y a un certain nombre de termes qui ressemblent à l'albanais actuel. Il y en a d'autres pour lesquels, eh bien, il a fallu un petit peu aller à tâtons. Il y a du latin, alors du latin de Plaute pour les dialogues des soldats, des dialogues d'un latin plus cicéronien lorsque c'était des personnes qui représentaient un certain rang dans la hiérarchie. Et je conclus sur la chose suivante. Donc, vous allez entendre 1 minute 40 d'illyrien et de latin, tel que filmé récemment en Bosnie-Herzégovine principalement. Et je finis sur la chose suivante, c'est que en fait, si Ranko Matasovic a pu écrire des dialogues en illyrien, c'est aussi donc, dit-il hein, dans son article, parce qu'il a pu utiliser l'épigraphie romaine qui incluait une onomastique illyrienne. En d'autres termes, il a utilisé les publications de Karpatch. En d'autres termes également, il a utilisé les travaux de Katicic, qui était un professeur de linguistique, qui était en poste à Zagreb et ensuite à Berlin, qui a été dans les années 60-70 l'un des fondateurs des recherches en histoire des langues balkaniques, illyriennes. Et dans ses publications des années 70, il ne manque pas de dire à quel point ces séjours à l'EFA ont été bénéfiques pour construire, reconstruire ce qu'est l'Illyrien. Et donc, voilà, la bibliothèque a joué un rôle aussi dans ce qu'on va entendre tout de suite. Alors, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez actionner le lien qui a été mis dans le chat. Voilà, donc pour ceux qui sont en ligne, voilà, vous cliquez sur le lien, le premier lien du chat. Et nous, donc, on va pouvoir regarder le trailer.
Voilà, donc le prix, enfin le film a eu un prix, non pas de la mise en scène, non pas du meilleur acteur, non pas du scénario, mais des meilleurs costumes. Voilà, merci.